Bonjour à tous ou bonsoir à ceux qui se retrouvent en soirée. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 4 de la lettre encyclique Laudato Si. Nous sommes là au cœur de la proposition de l'encyclique. L'écologie intégrale comme un nouvel art de vivre, mais aussi comme un nouvel enjeu de justice sociale. Une écologie qui ne se contente pas de l'environnement, mais qui s'intéresse aussi à la place de l'homme dans ce monde et aux relations avec les réalités qui l'entourent. En effet, puisque tout est lié, nous dit le pape, nous ne pouvons concevoir la nature comme séparée de nous, comme un simple cadre de vie. La question écologique est à la fois économique, politique, sociale, culturelle et engage tous les aspects et tous les moments de notre vie quotidienne. Nous avons besoin du beau, ne cesse de dire François. Nous avons besoin de nous sentir à la maison, besoin de nous sentir en harmonie avec notre loi morale inscrite au fond de nous. C'est cela aussi qui fonde notre dignité. Ce chapitre va nous poser une double question essentielle. Sommes-nous prêts à nous convertir dans notre rapport à la création? Sommes-nous prêts à changer notre mode de vie? Pour François, la réflexion sur l'écologie intégrale concerne 4 dimensions essentielles, 4 parties que nous allons développer maintenant. Première partie, l'écologie environnementale, économique et sociale, raisonnée en écosystème. Premier point, l'écologie environnementale. Pour bien savoir de quoi nous parlons, nous vous donnons, rappelons, 3 définitions. L'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les relations entre les organismes vivants et le milieu où ceux-ci se développent. L'environnement, qui désigne la relation entre la nature et la société qui l'habite. L'écosystème, c'est une unité qui relie différentes créatures et leur environnement. Il n'y a pas une seule réponse à un problème. Nous devons chercher des solutions intégrales qui tiennent compte des interactions des différents systèmes naturels et sociaux. Par exemple, dans le cas d'une pollution environnementale, les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. On était il n'y a pas très longtemps avec des cousins qui sont agriculteurs, paysans, qui font de l'élevage dans le Charolais et qui nous disaient leur surprise de voir de plus en plus de déchets sur le bord des routes, des chemins et donc aussi parfois à l'intérieur des prés, en bordure des prés. Outre le fait que cela pose le risque qu'une vache avale une canette de bière et que ça ne lui fasse pas forcément du bien, ça pose la question effectivement à la fois de l'éducation, des comportements donc, à la fois aussi des emballages, la multiplicité des emballages, en particulier tout ce qui concerne le fast-food. Ça concerne le respect de la nature et ça concerne aussi le travail de l'homme. Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une sociale et l'autre environnementale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Ici se trouve confirmé le principe évoqué dans la joie de l'Évangile. Le tout est supérieur à la partie. On voit bien malheureusement que dans l'écologie aujourd'hui, en particulier l'écologie politique, on s'occupe très souvent d'une partie du problème et non pas de l'ensemble du problème. Nous dépendons par exemple de l'air que nous respirons, de la qualité de l'eau que nous buvons, du sol duquel nous tirons notre nourriture, du contrôle des maladies, des épidémies, de la décomposition des déchets, du lieu collectif où nous vivons et de beaucoup d'autres services que nous oublions ou ignorons. N'oublions pas non plus l'interaction des écosystèmes entre eux. L'actualité récente nous montre qu'une crise sanitaire en Chine pouvait avoir un impact rapidement sur l'ensemble de l'économie mondiale, sur la relation entre les personnes, avec des suspicions, des rejets, du racisme, etc. Deuxième point de cette première partie, l'écologie économique.
On voit bien depuis des décennies que la croissance économique impose des automatismes de production et de réduction des coûts qui maltraitent souvent l'environnement dans lequel nous vivons, qui épuisent la nature, qui détruisent des systèmes sociaux, qui déplacent des populations. La protection de l'environnement ne peut plus être une option dans la logique économique, nous rappelle le pape. Il nous rappelle l'urgence d'une conversion écologique économique, durable, qui ne peut se concevoir sans une écologie sociale également. Et donc notre troisième point de cette première partie, l'écologie sociale. Si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine. Benoît XVI nous le rappelait dans Caritas Veritate, in Veritate, nous enseigne que toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages de l'environnement. L'écologie sociale est nécessairement institutionnelle, avec des États qui respectent la société dans toutes ses dimensions, à commencer par la famille, la communauté locale, la nation, le monde. À l'intérieur de chacune se développent des institutions qui régulent les relations humaines. On pourrait parler par exemple des associations de locataires qui militent pour un meilleur environnement de l'immeuble, des associations de quartier qui militent pour un meilleur environnement dans le quartier, etc., etc. Tout ce qui porte préjudice, que ce soit du côté des institutions, avec les problèmes de corruption que l'on peut connaître, ou du côté de l'individu, en particulier le non-respect du bien commun, a des effets nocifs, perte de liberté, injustice, violence. Nous avons vécu par exemple quelques années à Gerland dans un immeuble à caractère social. Nous sommes arrivés dans cet immeuble, il était neuf, avec nos 4 enfants qui étaient petits. Pendant 2 ans, tout s'est bien passé, bel environnement, belle relation de voisinage, immeuble entretenu, partie commune entretenue, tout allait bien, jusqu'à un changement de régie et on a vu se dégrader petit à petit les conditions de cet immeuble, en particulier les conditions environnementales. On a vu moins d'entretien, plus de dégradation et donc très rapidement plus de dégradation des relations entre les gens. Voilà, on a vu se développer effectivement des actes de vandalisme, des actes de violence, du racisme, de la haine, au point qu'à un moment donné, on s'est senti obligé de quitter cet immeuble, en particulier pour protéger nos enfants qui étaient petits à l'époque, sans compter que monter 8 étages avec 4 enfants petits, lorsque les ascenseurs sont en panne une fois sur 2, ça commençait un peu à nous saouler. Deuxième partie, l'écologie culturelle. Préserver la variété culturelle, trésor de l'humanité. Parce que notre passage sur Terre s'inscrit dans une continuité du patrimoine historique, artistique, culturel, architectural, faisant partie de l'identité d'un lieu. L'écologie suppose aussi la préservation de ses richesses. Repenser la relation de l'être humain avec son environnement ne peut exclure les cultures locales, dans leur sens vivant, dynamique et participatif. L'économie globalisée et les modes de production associés détruisent souvent l'immense variété culturelle, véritable trésor de l'humanité. Coca-Cola, pizza, partout dans le monde, franchement, quelle tristesse. Même la qualité de vie ne peut se concevoir de manière imposée et internationale, mais doit s'inculturer dans chaque identité sociale traditionnelle. Le pape donne en exemple la place des communautés aborigènes dans le développement de leur espace de vie. On ne peut pas arriver en terre conquise et imposer un mode de vie sans tenir compte des communautés locales. Ces communautés locales, le pape nous le rappelle vraiment dans ce chapitre de l'encyclique, qui sont souvent les mieux à même de préserver leur propre environnement, parce qu'elles en ont une connaissance infime et ancestrale.
La disparition d'une culture peut être aussi, voire plus grave, que la disparition d'une espèce animale ou végétale. Et on le voit bien dans le monde aujourd'hui, se lamenter beaucoup plus facilement de la disparition d'une espèce animale ou végétale que de la disparition d'une culture locale. Troisième partie, l'écologie de la vie quotidienne. Une écologie authentiquement humaine. Il y a une corrélation, un lien entre l'espace et la conduite humaine. Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d'agir. Alors on se rappelle, pendant les vacances de Noël, notre fils Jean-Baptiste, qui travaille au Maroc, est rentré et à sa sortie de l'aéroport, a vu la ville qu'il connaissait, pourtant il a dit « Oh, tout est gris !» Les immeubles, les maisons, les voitures, le temps et même le cœur de Jean est gris. Et il voyait vraiment ce contraste entre cette ville, toutes ces villes au Maroc colorées, et ici où tout est gris. Nous voyons bien aussi dans certains de nos immeubles comment un environnement dégradé peut altérer les relations humaines. Dans nos quartiers, nous voyons bien à quoi cela correspond. À l'inverse, il est parfois étonnant de voir comment des groupes familiaux ou sociaux, vivant dans un environnement exclusivement précaire, arrivent, par leur créativité, à orienter positivement leur vie. Par exemple, des personnes dont le logement est extérieurement déplorable, qui prennent soin de l'intérieur avec dignité. La vie sociale positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur un environnement apparemment défavorable. N'importe quel endroit peut cesser d'être un enfer si les relations humaines qui s'y développent sont bonnes. Des gens heureux dans des taudis, cela existe. Et des gens malheureux, isolés, dans un environnement luxueux, cela existe aussi. Le pape insiste sur la nécessité pour chacun d'avoir un logement étroitement lié à la dignité des personnes et au développement des familles. Pour lui, une question centrale de l'écologie humaine. Urbaniser des quartiers précaires plutôt que raser, les intégrer dans une ville accueillante pour ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance. La qualité de vie dans les villes est aussi liée à la qualité des transports, souvent cause de souffrance, de pollution pour les habitants. Le pape nous invite à reconsidérer vraiment l'utilisation de la voiture individuelle. Voiture individuelle qui porte bien son nom puisque nous voyons bien très souvent une voiture, une personne. Quatrième partie, le véritable bien commun, respect de la dignité personnelle et justice inter- et intragénérationnelle. L'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, on l'a déjà un peu évoqué jusque-là. Le bien commun joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale. Il est un puissant moteur d'ouverture à l'autre et nous invite sans cesse au décentrement de nous-mêmes. Il suppose le respect de la personne humaine, de la famille, cellule de base de la société. Il requiert la paix sociale, donc la justice distributive. Il doit être promu et défendu par la société tout entière et en particulier par l'État. Le pape rappelle que la poursuite du bien commun va de pair avec la solidarité et l'option préférentielle pour les pauvres. L'être humain doit respecter sa propre nature corporelle et son identité sexuelle. Au fondement du bien commun, nous rappelle Benoît XVI, il y a une écologie de l'homme,
parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Par exemple, si je maltraite mon corps, en le nourrissant mal, en respectant mal le sommeil, si je ne le respecte pas comme un don de Dieu, je ne respecterai pas non plus la nourriture produite, je ne respecterai pas non plus le corps des autres, et l'ensemble de la maison commune comme un don du Père. Le respect de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même, d'une part, dans la rencontre avec celui qui est différent, d'autre part. De cette manière, il est possible d'accepter joyeusement le don spécifique de l'autre, homme ou femme, différent, œuvre du Dieu créateur, et de s'en enrichir réciproquement. Par conséquent, l'attitude qui prétend effacer la différence sexuelle parce qu'elle ne sait plus s'y confronter n'est pas saine. Le bien commun inclut aussi les générations actuelles et futures. Le bien commun inclut les générations futures. La planète est un don gratuit que nous recevons et que nous communiquons. On ne peut donc plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. La terre que nous recevons appartenait à ceux qui étaient avant nous, appartient aussi à ceux qui viendront, et nous ne pouvons plus seulement l'utiliser comme un capital acquis. L'environnement est comme un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante, si possible en l'ayant fait fructifier. Quel monde voulons-nous laisser ? Son orientation générale, son sens, ses valeurs. Si cette question est posée avec courage, et les jeunes aujourd'hui nous la posent, elle en suscite d'autres. Pourquoi passons-nous en ce monde ? Pourquoi venons-nous à cette vie ? Pourquoi travaillons-nous ? Et luttons-nous ? Nous réalisons alors que ce qui est en jeu, c'est certes les générations futures, mais aussi notre propre dignité. Que diront de nous nos enfants et les générations suivantes ? Le déséquilibre est déjà là, son atténuation dépend de ce que nous ferons dans l'immédiat. Or, paradoxalement, l'homme et la femme du monde moderne courent le risque de devenir profondément individualistes, enfermés dans l'immédiateté et ses conséquences égoïstes, perdant de vue la reconnaissance de l'autre. L'autre ici, maintenant, mais l'autre aussi celui de demain. Les besoins consuméristes exacerbés contribuent à de plus en plus de pauvreté humaine et matérielle. On voit bien que nos besoins de consommation épuisent effectivement notre planète, mais on voit aussi combien des populations qui ne peuvent pas s'offrir ce que le monde propose comme des mirages souffrent et sont frustrées de ne pas pouvoir se l'offrir. Et on sait bien que ce n'est pas nécessaire pour une vie accomplie. Nous sommes donc aussi appelés de façon urgente à la nécessité morale d'une solidarité intragénérationnelle à l'intérieur même de notre génération. Elle ouvrira nos cœurs à cette vision intergénérationnelle. C'est parce que nous sommes tournés vers l'autre aujourd'hui que nous pourrons être tournés vers l'autre demain. Là encore, on a des jeunes qui se lèvent dans le monde entier pour nous dire que demain existe et qu'il faut s'en occuper aujourd'hui. Et donc elle ouvrira nos cœurs aussi à notre responsabilité morale qui doit accompagner cette transformation. Voilà, nous avons terminé ce petit topo là, mais nous vous invitons bien sûr à vous plonger plus activement dans la lecture complète de ce 4e chapitre qui, je vous le rappelle, comme on le disait au début, est vraiment le cœur de l'encyclique et qui est très riche d'enseignements. Nous vous invitons maintenant à une réflexion donc en fraternité autour de cette question: sur quel aspect de l'écologie intégrale suis-je appelé à prendre une décision concrète ? Vous avez pour cela dans le livret pas mal de questions très concrètes qui peuvent vous aider à cette réflexion.